Bonjour à tous, oui en effet, donc on est Tactile Studio. En fait, on est ce qu'on pourrait appeler une agence de design for all. En fait, on essaie de produire et de fabriquer des objets qui sont des objets de médiation culturelle et qui soient accessibles à tous. Alors évidemment, vous verrez plus tard que on se concentre plus particulièrement sur les déficients visuels, les mal et les non-voyants, parce que c'est quasiment des modes d'expression les plus durs à rendre de ce point de vue-là, mais on essaye surtout aussi de concevoir des objets qui parlent aux gens valides comme aux gens qui sont empêchés. J'ai juste présenté un petit peu l'équipe rapidement pour en fait vous dire surtout une chose, c'est qu'on est également, enfin on est tout autant concepteur graphique, donc en design graphique, que fabricant, puisqu'on est également un atelier de fabrication. Et que ceci donc prend des formes assez diverses en fait, de conception et de fabrication, puisque on peut à la fois faire de la conception 2D, mais aussi de la modélisation 3D. On peut aussi imprimer en 3D ou imprimer sur des machines qu'on appelle des imprimantes 2D et demi, donc avec uniquement des faibles niveaux de relief. Et l'intervention peut même aller jusqu'à former des médiateurs, puisque l'expression du tactile est, vous allez le voir, quelque chose d'assez particulier. Donc c'est un objet sur lequel on peut aussi échanger dans un musée. Donc globalement, ce qu'il faudrait retenir, c'est que on a essentiellement des projets qui sont uniques, déjà dans leur registre formel, puisqu'on va utiliser des matériaux qui n'ont rien à voir d'une expo à l'autre. On est très lié aussi à l'environnement scénographique. Et par ailleurs, unique également dans le contenu, puisque un jour on intervient au département des arts de l'islam, mais le lendemain on peut être au MUSEM sur un sujet de collection qui a franchement rien à voir, donc sur des objets archéologiques, on peut parler de l'architecture, etc. Donc chaque objet est produit et restera en un exemplaire. Donc là, on vous a mis quelques petits exemples. Donc ça, c'est la Fondation Vuitton. Bon, les photos ne passent pas très bien au vidéoprojecteur, mais en gros, le propos de ce projet-là était la découverte du bâtiment de Franck Gehry. Donc on a en fait un écorché du bâtiment. On a une succession un déshabillage complet en fait des différentes peaux que compose le bâtiment. Donc les voiles de verre, le ductal et puis finalement les volumétries intérieures qui en fait n'ont pas grand chose à voir avec l'aspect extérieur du bâtiment. C'était ça qui était amusant à découvrir. Et encore une fois, c'est amusant à découvrir pour les voyants également, puisque ça ne se perçoit pas du tout quand on est à l'extérieur du bâtiment. Ici, c'était au MUSEM. Alors au MUSEM, c'est des objets très variés, puisque bon, déjà la collection, c'est l'ensemble des cultures de la civilisation européenne et méditerranéenne. Donc en termes de champ, c'est très très large. Et c'est à travers les siècles. Donc ça commence à l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Donc là, on a divers objets. On peut avoir une marque à pain du 5e siècle avant Jésus-Christ, qui est ici retranscrit en relief, et sur lequel on représente son effet sur une galette de pain, ou une sphère armillaire du XVIIe siècle, donc qui est en fait la méthode de représentation des astres. Pour finir, les petits exemples préliminaires, on a en fait ici un livret. Tu peux peut-être le présenter, Marc? Pour le film, pardon. Donc ici c'est un livre en fait qui retrace, enfin c'est un livre pour le musée du Louvre, pour la nouveau lieu d'exposition du musée du Louvre qui s'appelle la Petite Galerie, qui propose en fait une quarantaine d'œuvres in situ. C'est une toute petite salle. C'est une salle en fait qui permet, qui a été en fait ouverte pour la pédagogie. Donc il y a beaucoup d'enfants. Enfin c'est une salle du musée qui est vraiment ouverte sur voilà, aussi bien pour les enfants, pour les adultes. Et le musée nous a demandé, en fait, dans cette salle accessible, de retranscrire sur un livret 8 œuvres, donc qui vont de peinture, de sculpture. On a pas mal de... Voilà, on délague un peu les champs comme ça artistiques. Et on a fait un livret, donc du coup tactile, qui permet aussi aux non-voyants de comprendre et de suivre à la fois le toucher sur les œuvres, et à la fois aux malvoyants avec les contrastes, et aux non-voyants par le toucher, le tactile avec différentes textures. Voilà, on a un matériau, on va dire, assez souple. C'est un livre qui est fait avec des pages qui sont indéchirables.
avec une couverture assez rigide. Donc c'est un objet qui est assez pérenne pour l'exposition qui dure. C'est une exposition temporaire de 9 mois. Voilà, bon, je ne vais pas m'étendre sur le sujet parce qu'on a un autre sujet d'édition après, ce sera un peu plus parlant. Juste un petit point, donc là il y a des experts dans la salle, donc je suis très gêné parce que il y a un niveau théorique bien sûr beaucoup plus fort chez vous que chez nous, mais globalement on était tenu de faire ce point-là puisque ce qui se passe quand on lit une image tactile, quand on parle de mal et de non-voyance, c'est étant donné que c'est un sens qui est extrêmement particulier et qu'on calque, en fait on va essayer de faire découvrir une image qui est fabriquée dans des registres qui est faite pour des voyants, à transcrire en relief n'est pas une simple simplification en fait. C'est quelque chose de beaucoup plus complexe que cela, puisque grosso modo il faut s'imaginer quand on touche un objet avec des doigts, c'est un peu comme explorer, on va dire, un tableau avec une lampe torche, c'est-à-dire qu'on a des petites visions très parcellaires de ce qu'on peut percevoir, et c'est un exercice de concentration assez incroyable de devoir s'imaginer de se faire l'image d'un tout à partir de tous ces micro-événements qu'on a touchés et ressentis. Évidemment, le doigt est également un organe, enfin du moins il marche très bien pour ce qu'on lui demande, mais là il est un petit peu détourné de son usage, puisque on va lui demander d'explorer des seuils de relief qui sont assez fins, assez subtils. C'est des jeux comparatoires souvent, puisque la notion de rugosité, par exemple, n'a pas une valeur absolue. On ne pourrait pas dire autant l'œil, il est facile de dire c'est un vert, un rouge, un noir. On a tout de suite une notion des registres de couleurs. Autant le doigt n'a très difficilement ces mêmes registres-là. On peut difficilement savoir ce qui est parfaitement lisse de ce qui est très légèrement lisse. On est beaucoup moins subtil dans son toucher que l'œil. Et évidemment, les non-voyants ne sont pas, c'est pas un sens magique pour eux, ils n'ont pas accès à quelque chose que vous ne sentez pas, ils sont beaucoup plus habiles, mais ce n'est pas pour autant une espèce de super sens qui remplacerait l'œil à la perfection. Alors ce qui nous amuse également donc, dans ce travail-là, en fait, c'est en gros ce qui est la plus grande complexité, c'est de fabriquer cette image mentale d'une œuvre à partir d'un support d'un médium qui n'est pas celui le plus spontané. Et ce qui nous semble amusant surtout, c'est que cette image tactile-là, elle puisse, dans son travail de stylisation, puisse être intéressant pour les voyants également. Parce qu'en gros, on va choisir certains détails, soit avec l'artiste, si on parle d'une œuvre contemporaine, soit avec des historiens de l'art. Et on va se dire, tel détail, il est pertinent, il est signifiant, il a été recherché spécifiquement par l'artiste. Et cette stylisation-là, en fait, elle va également sauter à l'œil qu'on va le voir. On va se faire juste un léger exercice de ce qu'on pourrait imaginer être une exploration tactile aidée par l'audio, puisque ce qu'il faut également savoir, c'est que les images mentales se fabriquent beaucoup plus facilement quand on mixe des sens ensemble, avec l'audio et le relief, par exemple. En faisant un petit exercice, ça dure quelques minutes, sur un tableau qui s'appelle l'Atelier du peintre, vous le connaissez peut-être. Si vous ne le connaissez pas, essayez de l'imaginer, puisqu'on va vous diffuser un petit extrait de la description audio qu'on fait de cette œuvre. Alors si vous voulez vraiment vous mettre un petit peu que ça soit assez sympa, vous pouvez essayer de fermer les yeux et juste vous concentrer sur le son, puisque c'est comme ça qu'eux le perçoivent, bien sûr. Pour préciser en fait la demande du Louvre, pour le projet en fait c'était Orsay, pardon, je suis resté sur le Louvre. Orsay en fait met à la disposition du public la restauration du tableau de l'atelier du peintre de Courbet, qui est en fait sous verre et qui propose au public de regarder cette œuvre à travers la vitrine et de pouvoir observer les restaurateurs en temps réel. Et donc voilà, ils n'ont pas, comme habituellement l'occasion de le voir dans les musées, la chance d'être très proche du tableau. Ils sont un peu plus loin, une dizaine de mètres environ. Et voilà, on est séparés par une vitrine et ils ont installé ce dispositif multisensoriel devant l'œuvre. Devant la transcription tactile du tableau L'Atelier du peintre de Gustave Courbet. L'original de cette œuvre est une huile sur toile monumentale mesurant 3,60 m de haut sur presque 6 mètres de large.
L'œuvre représente l'atelier du peintre, où figurent autour de Courbet lui-même plus de 30 personnages. Réalisée entre 1854 et 1855, elle a pour titre complet « L'atelier du peintre, allégorie réelle déterminant une phase de 7 années de ma vie artistique et morale ». L'image est divisée en 3 grandes parties, délimitées sous votre main par une ligne horizontale et 2 verticales en pointillés. Vous pouvez remarquer que les personnages sont tous représentés dans la moitié inférieure du tableau, c'est-à-dire sous la ligne horizontale en pointillés. Au-dessus de cette ligne horizontale, Courbet a représenté les murs de son atelier couverts de plusieurs grandes toiles. Ces toiles forment un arrière-plan très subtil et diffus et n'ont donc pas été transcrites tactilement. Nous allons explorer la transcription tactile en découvrant successivement les 3 rectangles inférieurs de la composition. En premier lieu, nous vous proposons de nous concentrer sur le carré central inférieur. Ce dernier constitue en effet le repère central de l'œuvre, là où notre attention se focalise en premier. 3 personnages occupent ce carré. Il s'agit de Gustave Courbet lui-même, d'un modèle féminin et d'un petit garçon. Courbet fait face à une toile sur laquelle il est en train de peindre un paysage de Franche-Comté, région de l'Est de la France d'où il est originaire. En termes de relief, cette toile est esquissée par un jeu d'aplats de texture dense. Face à la toile, Gustave Courbet est représenté de profil et assis sur une chaise. Il est vêtu d'un pantalon à rayures, tient une petite palette dans sa main gauche et un pinceau dans l'autre. Il porte une barbe fournie. Tactilement, nous vous invitons à découvrir les rayures caractéristiques de son pantalon. Seule une jambe est perceptible car il est de profil, puis ses cheveux courts et sa barbe pointant vers la gauche, dans le prolongement de son bras. Courbet tourne le dos à une femme dévêtue, debout, placée à droite, qui le regarde peindre. Sa main gauche cache en partie son sein droit. Son corps nu est en partie couvert par un long tissu blanc, tombant de sa poitrine à ses pieds. Ici, le tissu est représenté par une texture fine. Cette femme nue est un modèle du peintre et symbolise également dans ce tableau la vérité. Nous allons à présent découvrir le cadre inférieur gauche de la composition. En partant maintenant du centre et de la silhouette de Courbet, déplacez votre main horizontalement. Vous pouvez découvrir un relief en aplat formant une masse au contour flou. Il s'agit d'un groupe compact d'une quinzaine de personnages que nous avons choisi ici de ne pas détailler. On y trouve parmi eux un juif et un prêtre, des révolutionnaires de diverses époques, un croque-mort ou encore une ouvrière. Au premier plan, un personnage est assis sur une chaise de profil. Sa casquette et ses bottes permettent de l'identifier à un braconnier, une personne qui chasse illégalement. Mais les contemporains de Courbet y ont également reconnu le portrait de Louis-Napoléon Bonaparte, le premier président de la République française qui, 4 ans auparavant, a pris le pouvoir comme empereur des Français sous le nom de Napoléon III. Du point de vue du relief, essayez de trouver la casquette, puis les traits du visage où sont placés des moustaches en pointe et la barbichette du personnage. Selon Courbet, cette partie gauche du tableau représente la pauvreté, la misère, le peuple, la richesse, les exploités, les exploiteurs, les gens qui vivent de la mort. Nous vous invitons maintenant à explorer la partie droite de l'image. Selon le même principe que la partie gauche, un ensemble de personnages est représenté par un aplat en relief sans détail. 3 personnages sont détaillés tactilement. Il s'agit de 2 personnages célèbres, les poètes Champfleury et Baudelaire. Dans cette partie droite du tableau, Courbet a voulu représenter selon son expression tous les actionnaires, c'est-à-dire les amis, les travailleurs, les amateurs du monde de l'art. Ce groupe s'oppose ainsi à celui de la partie gauche, où se trouvaient ceux qui vivaient de la mort. Du fait de sa composition, il s'agit sans doute de son œuvre la plus mystérieuse. Courbet l'a décrit avec ces mots : C'est l'histoire de mon atelier, ce qui s'y passe moralement et physiquement. C'est passablement mystérieux. Devinera qui pourra. Vous avez le tableau en tête? C'est bon. On va le découvrir du coup. Donc ça c'est l'œuvre originale. Ça fonctionne par des petits groupes. Il y a une personne qui décrit le tableau et les autres tournent le dos et là l'autre personne le dessine. On a des superbes dessins.
qui n'ont vraiment strictement rien à voir avec le tableau d'origine, mais sur lequel il y avait des gens qui insistaient particulièrement sur dessiner parfaitement une table rectangulaire. C'est très très amusant de voir à quel point une description orale est extrêmement... c'est très très lié à l'interprétation, à la voix. La voix, nous on la trouve, c'est Orsay qui a enregistré, on la trouve extrêmement nerveuse, très tendue. Ça n'invite pas tellement d'ailleurs à la rêverie, à la contemplation. Par exemple, je trouve que ça c'est un des filtres assez forts sur une découverte d'œuvre, de ne pas avoir quelqu'un qui est beaucoup plus posé, ou plus... sous cette réserve-là, ça serait peut-être un peu long de demander à tout le monde comment on l'a ressenti, mais je pense on a certainement chacun quelque part bloqué sur un détail, sur une description, et puis finalement on a laissé l'esprit rêver sur tel détail, et puis on a un peu oublié l'ensemble. Sur l'aspect tactile, tel que Marc l'a transcrit, on va essayer en fait de fixer quelques normes dans le sens de la matière, du réel, sur cette description audio qui est très très libre d'interprétation. Donc voici du coup la retranscription graphique et tactile. Donc pour l'instant c'est l'image en 2D, vous allez voir quelques images par la suite de l'image 3D. Alors on va parler un petit peu des problématiques, notamment des problématiques de format. On se retrouve sur un format original de l'œuvre qui dépasse les 5 mètres par 3. Donc vous vous rendez bien compte que c'est assez compliqué de tout faire entrer dans un 40-60, donc il faut faire des choix. Des choix par rapport avant tout à l'audio-description, parce qu'on ne peut pas tout représenter. Tous les personnages ne sont pas... ils sont évidemment très importants, mais pas autant que ce qu'on peut le décrire dans l'audio. Donc on retrouve du coup quels sont les enjeux, enfin surtout les enjeux, c'est de retrouver les personnages principaux décrits. On a ici un contraste assez fort, on a joué sur 3 niveaux de couleurs, 2 niveaux de gris, un blanc et un noir pour avoir un contraste maximal. Donc on retrouve les principaux personnages en blanc. On retrouve également les 2 masses noires à gauche et à droite comme décrit dans l'audio-description, donc la partie du mal et la partie du bien, on va dire, décrite par aussi Courbet. Au niveau de la structuration du tableau, il faut aussi orienter le non-voyant ou le malvoyant, lui expliquant les lignes de force. Donc là on repasse un petit peu comme on peut connaître la dénotation, connotation d'un tableau en histoire de l'art. On est assez proche de tout ce qui peut être de ces documentaires où on explique vraiment toutes les lignes du tableau. Donc là, la ligne horizontale qui permet aussi de comprendre, comme on l'entend encore une fois dans l'audio, que la partie supérieure, on a des drapés mais qu'on a choisi de ne pas représenter, parce qu'on va essayer de donner un maximum d'informations, mais pas non plus de ne pas perdre le spectateur, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses à discriminer tactilement. Ensuite, donc, les lignes de force, les masses, les couleurs, donc on en a parlé, le noir et le blanc. Concernant... Ouais, okay, c'est vrai qu'on va passer sur l'autre image. Donc voilà en fait là où la station est installée, donc juste en face de la restauration. Donc au niveau des reliefs, c'est-à-dire au niveau du tactile, on fonctionne sur des textures évidemment différentes pour symboliser les mêmes masses et les mêmes codes, c'est-à-dire que les masses noires sont représentées avec une texture, on va dire en trame, en grille, assez rugueuse, c'est-à-dire au doigt. Donc on va pouvoir reconnaître la partie de gauche et la partie de droite avec cette texture. On a le contour des personnages qui est un filet, donc un certain millimètre. On va toujours comprendre les mêmes filets sur tous les personnages. Donc on va avoir comme ça une sorte de légende, un légendage. On va pouvoir avoir des normes au sein d'un même tableau. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Là, on retrouve un peu, comme vous avez entendu tout à l'heure, les rayures du pantalon. Donc il y a certaines choses qu'on a dû enlever parce qu'on a de la perspective, et la perspective est une acuité totalement visuelle, enfin exclusivement visuelle. Donc on essaie d'élaguer un maximum d'informations pour que ce soit le plus facilement reconnaissable au toucher, et surtout de ne pas perdre le spectateur dans trop de traits, même si ça reste quand même une image assez complexe avec beaucoup de détails. Voilà, on a la chance d'avoir l'audio-description, ce qui ne rendrait pas tactile le tableau s'il n'y avait pas d'audio.
Donc là, vous voyez clairement un petit peu quelque part les limites de l'exercice qui, bon, même avec toute la bonne volonté qu'on puisse avoir, mais avec un audio excellent, enfin, c'est pas tout à fait le cas ici, mais avec, si on avait eu un meilleur audio, vous comprenez bien qu'on peut ne même pas imaginer faire la recherche d'une émotion esthétique sur ce tableau. Puisque au doigt, le vocabulaire sera beaucoup trop, on va dire, sec pour permettre réellement la même émotion que vous pourriez avoir en regardant le tableau. Donc on a évoqué, enfin c'était un peu la thématique de notre intervention, on est aussi conscient, on va dire, de ce type de limite-là sur ces exercices. Même si, enfin, en l'occurrence, je minorerais un peu ce point-là. Moi, il m'est arrivé une fois, une seule fois, de voir, c'était sur une étude des caractères de Lebrun. C'était une succession, en fait, c'était des études qui avaient été faites pour trouver une espèce de norme dans la représentation des émotions sur des tableaux. Et donc, on les avait transcrits tactilement. On avait fait toute une série, donc c'était des expressions de visage. Donc, il y avait des expressions, la peur, l'étonnement, la colère, etc. Et on avait une expression qui était très proche de celle d'origine, qui était celle liée à la colère. Et le visage était franchement assez drôle, comique, ça louchait. Enfin, on sentait c'était la colère, mais comme un enfant peut devenir colérique. C'était très caricatural. Et quand on était en séance de toucher avec des non-voyants, on a eu quelques éclats de rire, parce que honnêtement, il était assez drôle. Et on a été nous-mêmes surpris. C'est-à-dire qu'on a après donc une journée passée sur l'étude des visages, donc c'est-à-dire un visage c'est quand même assez simple, en plus les aveugles ont l'habitude de le toucher, de savoir où sont les yeux, le nez, la bouche, tout ça c'est un environnement qui est très très connu pour eux. Dans ce contexte-là précis, sur un objet qu'ils connaissent beaucoup, qu'ils ont étudié toute la journée, la découverte d'un nouveau visage dont l'expression est assez comique a fonctionné, c'est-à-dire ils ont ri, quoi. Donc ce qui est quand même de l'ordre de l'émotion. Pour revenir un petit peu du coup sur la représentation des différentes figures, on a essayé d'avoir les mêmes dénominateurs communs en fonction des personnages, à savoir les yeux qui sont discriminés tout de suite en premier sur un visage pour comprendre tout de suite où se trouve la tête, du corps et des jambes. Donc là on a le même dénominateur commun sur chacun des personnages. On a évidemment les mêmes modes de retranscription sur chaque personnage. Donc les tissus vont être traités de la même manière, que ce soit sur le haut du tableau ainsi que sur les différents vêtements des personnages qui créent un dénominateur. Voilà ce que je voulais ajouter. Et puis une dernière petite chose, tout à droite, en fait vous voyez peut-être pas, mais c'est une autre texture, une seule et unique texture qu'on a mis en place sur ce tableau, qui est en fait un niveau de relief un peu plus bas pour simuler en fait la présence de Jeanne Duval, qui en fait était la maîtresse de Baudelaire, qui a été effacée à la demande de Baudelaire sur le tableau de Courbet. Et donc on a quand même décidé, parce que pour la petite histoire c'était assez drôle de la représenter, mais on l'a quand même essayé de la représenter en diffus, ce qui était un petit exercice assez sympa à faire. Là, on va passer à un tout autre sujet qui est en fait le département des arts de l'islam. Donc ça, c'était une commande du Louvre. En fait, ils ont souhaité, au travers une dizaine de stations tactiles, faire comprendre au public que les arts de l'islam, ce n'est pas seulement de la calligraphie, c'est pas du tout que de la calligraphie. Donc ils ont choisi 10 objets dans leur collection sur lesquels il y a des dessins, il y a du figuratif, à diverses périodes, à divers endroits dans ce bassin de culture-là. Donc les objets étaient représentés systématiquement, enfin il y avait le seul systématisme qu'il y avait, c'était sur la partie gauche un objet qui est clairement très en relief, et sur la partie droite le zoom sur un détail qui est évidemment, qui a nécessité à être grossi pour être sensible au doigt. Ou sur, là en l'occurrence par exemple le propos était sur la symétrie sur ce tableau-là, sur le fait que tout le carreau dont l'original est juste derrière en haut à gauche est symétrique. Et un petit extrait également de l'échantillon en termes de matière, la différence entre un bois, une céramique glacurée, etc. Ouais, tu peux... Donc je vais juste prendre deux exemples. Le premier c'était cette porte de mosquée.
Donc c'est un très bel ouvrage en bois, en marqueterie de bois, donc sur lequel en fait, et là encore je trouve que vous verrez l'apport peut être assez intéressant du point de vue des voyants, c'est-à-dire qu'on comprend que, enfin moi en l'occurrence je l'avais scanné pendant toute une journée, donc dans les réserves du Louvre, je l'avais scanné en 3D pour avoir un modèle numérique, et à force de la regarder, je voyais bien qu'il y avait une espèce de répétition des motifs, mais j'étais incapable de dire quelle était la méthode qui avait été appliquée pour répéter ce motif en fait. Et en travaillant sur l'image tactile, donc voilà la station, on a représenté la porte, mais on n'est plus c'est en ce sens-là où je disais tout à l'heure qu'on n'est pas du tout dans le champ du facsimilé, mais plutôt vraiment d'un objet interprété. Donc là, on a fait juste un catalogue complet des formes, des différentes formes qu'il y avait. En fait, il y en avait 5 élémentaires qui se répétaient. Et sur la droite, en travaillant donc évidemment avec la conservation, on a compris que c'était en fait un même motif, donc circulaire, qui était répété entièrement par un système de pliage et de symétrie. Donc c'est aussi pour ça que ces lectures étaient si difficiles à l'œil, parce qu'il y a un effet symétrique et pliage, et de surcroît en biais, donc c'est assez perturbant. Voilà. Donc là, évidemment, dans l'expression des reliefs, bon, je pense que ça part de soi-même, je ne crois pas que j'ai besoin de m'étendre sur ce sujet. Les petites formes élémentaires sont bien surélevées et un peu espacées, pour laisser, la personne la capacité de les cerner et de les cataloguer en fait. Là c'est un travail qui était assez amusant aussi sur un panneau. En fait, vous voyez le panneau derrière, donc là pareil, l'œil humain, moi je le connaissais pas, mais bon je suis pas spécialiste de cette période non plus, mais il y a un oiseau stylisé dans ce panneau de bois que vous voyez derrière vous. Donc il est extrêmement stylisé, mais il a la forme d'un oiseau. Donc nous, notre travail sur le détail en question a été de formuler des hypothèses de cette stylisation. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a été chercher dans les images, dans les références qu'ils nous fournissaient, comment était représenté l'oiseau d'un point de vue pictural à cette époque-là, dans cette culture-là. Et on a retrouvé à peu près cette forme, en fait, qui est celle-ci, qui était assez caractéristique de surcroît Enfin, ce qui était aussi également caractéristique, c'est l'art floral sur cette période historique. Les motifs étaient représentés très souvent de cette manière-là. Et en fait, ensuite, en travaillant le cumul de ces deux motifs, puis en partant vers une forme qui commence à devenir quasi abstraite, on a formulé cette hypothèse pour finir par toucher l'objet tel qu'il est aujourd'hui, tel qu'il est représenté dans le musée, pardon, et qu'on peut du coup essayer de comprendre et de reconstituer. Voilà, là c'est aussi également un petit travail sur le décor floral, sur la partie droite. Nous en fait on ne peut pas représenter en relief trop de détails d'un coup, puisque c'est très compliqué à discerner une fleur d'un oiseau. Donc on est obligé d'y aller en étapes, ce qui peut être assez intéressant aussi, pareil, en regardant l'œuvre, c'est de voir à quel point les deux sont enchevêtrés, à quel point les deux peuvent discuter. Voilà, on a fait plusieurs stations sur les mêmes thématiques. Là, c'est un objet qui est en fait un vase, sur lequel on a juste repris, sur la partie volume, les grands registres qu'on avait. Il y avait un peu de calligraphie, des petits médaillons floraux. Alors, le troisième exemple qu'on voulait vous donner, c'est un tout autre champ d'expression, c'est celui du livre, du gaufrage. Donc là, on n'est plus du tout dans le contexte d'un musée où on vient passer peu de temps sur finalement une œuvre, parce qu'on a autre chose à faire. On peut passer 1 heure dans une expo, 2-3 heures, mais rarement plus quand même. Alors que là, sur cet ouvrage-là, qui était disponible également à un support audio, l'intention c'était plutôt de découvrir très très finement, dans des détails tactiles extrêmement précis, sur une matière qui le permet. En l'occurrence, le papier gaufré, c'est quelque chose qui est extrêmement agréable au toucher et qui permet aux non-voyants de rentrer dans des seuils tactiles qu'on obtient avec quasiment aucun autre support. De rentrer vraiment finement dans l'exploration d'une dizaine d'œuvres qui sont les œuvres majeures du Quai Branly. Donc là, en gros, on s'est occupé de la conception, de l'usinage des matrices en laiton, et puis on a été voir un gaufreur, parce que c'est des métiers qui sont extrêmement spécifiques, pour tirer les pages. Est-ce que tu voulais dire quelque chose sur l'imagier?
Oui, un petit point peut-être pour préciser, c'est un vrai travail de graveur. Donc c'est Sarah Bougot qui travaillait chez Tactile il y a encore peu de temps, qui est graveur de formation et qui connaît parfaitement aussi tous les seuils, les différents seuils jusqu'où on peut aller dans le laiton pour restituer sur ce papier japonais, si je ne m'abuse, sur le papier japonais, un maximum de détails. Petite parenthèse également sur la reliure. On nous demande parfois en édition pourquoi on n'utilise pas de reliure classique, type dos carré collé, des reliures un peu plus, un peu plus connues. Pour la simple et bonne raison, c'est pour la discrimination tactile, on est obligé d'être à plat, le plus à plat possible pour éviter d'avoir la page courbée et pour discriminer au maximum, pour avoir les deux mains vraiment à plat sur les pages. Donc on est souvent contraint par cette spirale aéro, mais qui parfois peut être esthétique si on arrive un petit peu à la contourner. Alors le musée de l'homme, c'est tout récent, ça a été installé à peu près il y a un mois. Donc en fait, on a travaillé sur 21 stations tactiles qui représentent en fait l'évolution de l'espèce humaine. Donc saccadé en plusieurs parties. On a 5 bustes qui présentent une famille, donc un vieil homme, un enfant, une personne de 50 ans, de 35 ans, pour avoir les catégories comme ça de personnes. Ensuite, on a des... Voilà, donc ça, c'est des socles, ça ressemble à ces choses-là. On a des crânes, donc là, qui représentent aussi, le musée de l'homme voulait représenter toute l'histoire, on va dire, de la préhistoire, à travers des crânes tactiles. Alors, pour rentrer peut-être un petit peu dans le détail, on a sur ces plateaux différentes phases. En fait, on a travaillé en quatre grandes parties, à la fois voyant, malvoyant. Donc, on a sur la partie de gauche toujours du texte qui est systématique sur nos plateaux pour avoir un peu un référent comme ça, qu'on ne soit pas perdu en fonction des différentes stations. Au milieu, on était un petit peu contraint par l'audio, c'est-à-dire qu'on n'était pas contraint par l'audio, mais on avait on avait de l'audio absolument à mettre. Et sur la partie de droite, on avait une frise chronologique. Donc là, la question de la représentation tactile d'une frise chronologique, sachant que on a eu quelques soucis avec les historiens parce qu'eux-mêmes ne savaient pas à quelle période exactement appartenaient différentes espèces humaines. C'était encore un peu flou, donc imaginez-vous retranscrire le flou en tactile. C'était un exercice un peu périlleux. Ensuite, on a ici de part et d'autre des crânes, des silhouettes qui sont plus ou moins diffuses avec des moirages différents en fonction de la connaissance qu'on a de l'espèce citée. En l'occurrence ici, on a une silhouette assez floue sur la gauche et une beaucoup plus nette sur la droite. Donc il y avait un jeu à trouver et un système à trouver pour pouvoir représenter le flou. Donc on a travaillé en texture, en motif. Plus le motif tactile était resserré, au plus on connaissait des choses sur l'espèce, au plus il était diffus, comme visuellement, pour faire un peu la part visuelle, au moins on connaissait de choses. J'espère qu'on a peut-être des zooms, voilà, comme en haut à gauche. Donc là c'est assez diffus, on a quand même cerné la silhouette pour qu'on puisse avoir un repère, parce que s'il n'y avait que de la trame, c'est très compliqué pour discriminer le contour de la silhouette. Et donc à l'intérieur, comme ça, on a un motif. Oui, bien sûr. Sur ce projet, ce qui avait été, c'était extrêmement varié le musée de l'homme, puisqu'il y avait aussi une maquette sur le musée lui-même, sa reconstitution, son évolution historique à travers les âges, puisqu'il a pris trois formes assez particulières, dont une d'ailleurs qu'on a découvert, celle de 1879, je ne connaissais pas du tout. Mais le bâtiment avait à l'origine une toute autre évocation et aspect formel. Et par ailleurs, dans les différentes stations, donc comme vous avez pu le voir, il y a du contenu qui est assez scientifique, on va dire, c'est de la vulgarisation scientifique, des frises chronologiques, on a la coupe d'un larynx, le fait comment l'homme, enfin la particularité, celui d'articuler des mots, des sons d'une certaine manière. Donc c'est un contenu qui est assez aride. Et la variété qu'on avait, qui était une intention assez amusante de la maîtrise d'œuvre,
ils avaient cette histoire en audio d'une famille, donc c'était un peu pour expliquer, le fond scientifique, c'est pour expliquer un petit peu le brassage génétique, qu'est-ce qui se passe. Ils avaient cette famille qu'ils avaient enregistrée en audio, sur lequel il y avait toute une histoire qui est un peu un fil rouge dans le musée. Et en fait, cet audio-là, ils ont souhaité le transformer en relief. Donc c'était amusant pour une fois de partir dans le sens inverse. C'était évidemment du coup un exercice qui est beaucoup, beaucoup plus libre. Et ça a donné en fait ces bustes. En écoutant l'audio, on a travaillé sur les 3D avec Rémi Wayart, qui est un modélisateur avec qui on a travaillé, qui est sculpteur numérique. Et donc voilà, ça donnait un petit peu ce genre ces personnages-là, le fait que voilà, l'âge passant, on a des cicatrices, on perd nos cheveux, etc. Nous, on a à peu près fini la présentation des 3 projets qu'on souhaitait faire. Est-ce que vous avez des questions ? Moi, je voulais savoir comment vous procédez pour l'audio, enfin la relation tactile et audio. Comment ça se passe? Est-ce que c'est vous qui écrivez quelque chose? Est-ce qu'on vous on vous fournit les écrits et vous faites, Oui, le texte, alors, vous faites à partir de ça? c'est souvent un travail commun avec la maîtrise d'œuvre, puisque il y a un apport, on va dire, scientifique en termes d'histoire de l'art que nous, on ne maîtrise pas forcément, donc c'est leur apport. Nous, on a travaillé sur la conception, donc on sait les points qui sont très importants à signaler au doigt pour réussir à faire comprendre que voilà, telle texture est très particulière ou que le positionnement de ce personnage sera trouvé en premier, donc mieux vaut commencer l'audio par cette zone-là, par exemple. Donc c'est écrit à deux mains, en fait. Et est-ce que des fois vous faites un cheminement, un fil, à partir d'un point pour rentrer dans l'image au lieu d'avoir un plan large et se rapprocher de certains détails? Ça peut nous arriver. En termes de relief, il y a une des constantes qu'on a trouvées. Bon, déjà, l'exploration, elle commence systématiquement par essayer de comprendre, à 90%, par essayer de comprendre la superficie de l'objet qu'on présente. Donc il y a d'abord une exploration qui est en pourtour. Et ensuite, quand il y a une exploration rapide des mains, ça va être les points en relief les plus saillants qui vont immédiatement attirer la main comme attirer l'œil si c'était dans une couleur vive. Donc on sait à peu près les endroits vers lesquels les diriger en premier. Donc oui, en effet, c'est assez important puisque vous avez vu là, la voie est très très rapide, donc on peut rapidement perdre un lecteur tactile. D'ailleurs, je pense que pour bien explorer un tableau comme Courbet, il faut l'explorer plusieurs fois. Et si on devait du coup critiquer l'extrait qu'on a écouté, est-ce que ce serait une approche plus sensible du coup qu'il faudrait avec plus des sensations, ou est-ce que ça devrait rester de l'ordre du factuel comme ça a été présenté? Ouais, c'est assez intéressant. Nous, on est très quand on produit des audios, on a tendance à essayer essayer d'immerger au maximum, donc avoir vraiment un environnement sonore qui puisse rappeler déjà une époque, une ambiance. On essaye, on est assez attentif de ce point de vue-là. Et je pense que ça participe également à la compréhension d'une œuvre que d'essayer de l'immerger dans plus qu'un discours, on va dire, quasi purement scientifique en fait, sur l'œuvre. Bon, par ailleurs, je pense que là, un des gros distinguos, bon, après, on ne va pas en faire des tonnes sur ce sujet, mais je pense que c'est quelque chose qu'ils ont enregistré en interne à Orsay, et que mine de rien, apprendre à discuter, à faire découvrir une œuvre, c'est un métier qui peut être celui de conférencier ou d'acteur, mais il faut clairement, voilà, à mon avis, beaucoup plus poser, quoi. Moi, j'aimerais vous poser une question par rapport aux manières que vous avez de tester les objets tactiles que vous créez. Est-ce que vous avez des gens qui dans l'équipe sont déjà est-ce que vous avez des gens qui dans l'équipe qui sont des non-voyants ou des malvoyants? Est-ce que vous invitez régulièrement des personnes de cet ordre-là dans votre studio et que vous faites tester, qui vous font un retour après, sur lequel vous modifiez vos productions? Ou est-ce que vous faites ça de manière assez distante et finalement l'expérience se fait au moment où vos stations sont installées? En fait, donc non, nous n'avons pas de non-voyants dans l'équipe, donc ce qui parfois surprend au vu du sujet.
Néanmoins, vu la sensibilité, comment dire, disons que le problème d'avoir un seul non-voyant dans une équipe, c'est que ça va être son goût qui va primer. Et mine de rien, il y a des gens qui ont une sensibilité plus ou moins forte au tactile, ou qui seraient, en l'occurrence, ce qu'on risquerait d'avoir, c'est quelqu'un qui travaille tellement dans le tactile, qui nous mettrait la barre extrêmement haute, et qu'il oublierait peut-être qu'il y a des lecteurs qui sont moins sensibles, des non-voyants tardifs, c'est la majorité des gens, on perd la vue. En termes statistiques, on a plus de chances d'avoir perdu la vue que d'être aveugle de naissance, et donc très très familier au relief et à la lecture du braille. C'est une petite parenthèse, mais dans la population des non-voyants, les lecteurs de braille ne représentent que entre 10 et 15% des gens. Donc c'est extrêmement peu en fait. Donc nous on a fait le choix de plutôt avoir en effet une démarche de test, mais en groupe, et en essayant de chercher une valeur statistique à ce qu'on produit. C'est-à-dire en gros moins de 5 testeurs, on sait que bon, on aura un peu le catalogue des idées des uns des autres. Si on est à 15 ou 20 testeurs, ça commence à devenir un peu plus pertinent en termes, voilà, s'il y a une dominante majeure, on sait qu'on s'est trompé sur quelque chose, ou au contraire que quelque chose marche très bien. Et en ce sens-là, on a dans l'équipe une personne que j'ai oublié de présenter tout à l'heure, qui est en thèse de recherche et qui est chargée de ce protocole, enfin de la validité d'un protocole de test, et d'en tirer aussi également les conclusions. Bon, après, soyons honnêtes, on n'a pas toujours le temps de faire ces tests-là, donc à un moment donné, on s'appuie aussi sur notre expérience. On a quand même cumulé pas mal de projets, mais le musée de l'Homme, en gros, va passer une commande en mai, on doit livrer en septembre, c'est un délai extrêmement dense. Si on met là-dessus un mois de test ou d'essai, bon, c'est fini, on ne pourra jamais répondre en temps et en heure. Donc, dès que le projet le permet dans sa temporalité, on les fait. On les fait parfois avec même des échantillons très très larges. L'imagier du quai Branly, on l'a testé avec 2 fois 15 testeurs, donc malvoyants et non-voyants. Bon, après, il y a des échelles et des plannings qui ne nous permettent pas de le faire systématiquement. Je voulais savoir comment vous hiérarchisez vos informations que vous rendez tactiles. Est-ce que c'est une demande de la part des musées à chaque fois, ou est-ce que c'est votre expertise qui permet de donner des strates de niveau d'information? Alors on hiérarchise principalement en fonction de... quand il y a de job description, on essaie de coller au maximum de choses. On va essayer de mettre des... de faire un système de légende, que ce soit sur la plupart des dispositifs. On ne va pas essayer de chercher une texture différente à chaque station. On va essayer d'être assez constant sur des choses qu'on a pu tester, qu'on a déjà élaborées, qui vont se retrouver dans les différents projets à venir. C'est-à-dire que les tissus, ce n'est pas la première fois qu'on représente un tissu. On va essayer d'être constant pour avoir une sorte de collection de tout ce qu'on a pu faire, qui soit très normée. Il y a des choses comme ça, notamment les points d'accueil sur les plans qui sont régulièrement les mêmes. On essaie d'avoir comme ça une hiérarchie qu'on sait nous-mêmes forger, on va dire, et on essaie de le répercuter sur les différents projets. Justement, je voulais savoir s'il y avait une norme sur le tactile. Est-ce que vous alignez sur d'autres personnes qui font le même métier que vous pour que les non-voyants aient une norme, savoir comment ça se passe, quoi, Oui. qu'ils ne soient pas perdus? Bon, là, on est vraiment très très loin de la notion de norme sur ce sujet, hein, je pense. Je pense que chacun fait des expériences sur ce qui lui semble marcher bien ou faiblement marcher. On va dire qu'il y a une philosophie en fait à aborder, sur lequel on doit à peu près tous les acteurs de ce secteur se retrouver. Maintenant, dans le mode d'expression lui-même, dans la technicité elle-même de, je ne sais pas, par exemple, est-ce qu'un relief doit être de 0,4 mm ou de 0,6 mm? Il y a un biais qui est énorme, c'est celui du matériau et de la matière dans la manière dont on le fabrique. Donc, même si on voudrait normer, il faudrait normer pour chaque typologie d'objet, c'est-à-dire pour un objet qui est fabriqué en impression 3D, pour un autre qui est usiné, pour un troisième qui serait en papier gaufré, pour un autre qui est en dépôt de résine. En fait, il y a mille et une manières de fabriquer un relief, et la sensation du doigt sur cette matière-là est extrêmement variable.
Après, il y a des amplitudes de seuil tactile qu'on connaît et qu'on maîtrise à peu près tous. On sait à peu près pertinemment que voilà, un objet, enfin une forme qui est de moins de 0,3 mm de haut, elle est quasi insensible au doigt. On sait qu'un trou ne sera pas perçu comme un trou s'il ne fait pas moins de 3 mm de diamètre. Enfin, il y a tout un corpus comme ça qu'on partage ou qu'on a pu soit trouver dans des études scientifiques, soit trouver dans les travaux par exemple de Michel Brice, qui a énormément défriché ce sujet. En termes d'éloignement, par exemple, deux traits qui sont trop proches sont perçus comme un unique trait. Donc, ça, oui, je pense qu'il y a quelques débuts de normes, mais maintenant, il n'y a pas de représentation graphique normée. Enfin, du moins pas encore. Ou est-ce qu'il y en aura une un jour, ça, je ne sais pas. Mais ça reste un sujet qui reste encore ouvert à la sensibilité des concepteurs et à leurs expériences. Ouais. C'est un peu la même chose pour les pictogrammes, en fait. Le langage des pictogrammes, il y en a plusieurs. Et j'ai l'impression que certains publics se reconnaissent plus dans certains pictos et moins dans d'autres. Enfin, c'est assez variable, je trouve. J'avais une question pour faire la connexion avec la présentation de Christophe Degger ce matin. Est-ce que vous avez parfois des propositions où il y a une manipulation avec des imbriquements, avec des associations, où ce ne soit pas juste des plateaux fixes? Oui, ça nous arrive. Je pense notamment, par exemple, dans le champ de l'architecture. On utilise beaucoup ce vocabulaire-là, du démontable, de l'assemblable, puisqu'il y a un rapport. Bon, déjà, c'est un rapport d'échelle, évidemment. En bâtiment, les non-voyants n'ont aucune chance de le comprendre, sinon que par une maquette. Et toucher une enveloppe extérieure, on ne comprend pas finalement grand-chose. On a compris la forme des toitures, où sont situées les entrées et les fenêtres, mais ça s'arrête là. Donc, dans ce domaine-là, on utilise assez souvent le démontable, ce qui peut s'explorer, retirer une façade, isoler un plan en particulier, sortir une pièce pour mieux comprendre ce qu'il y a derrière, ou regarder ce qui se passe avec un sous-sol ou une autre pièce. Dans ce domaine-là, oui, particulièrement, je ne vois pas d'autres champs d'application pour nous. Sinon que bon voilà, nous on est très musée, donc ce qui dit manipulation dit ce serait des choses qu'on proposerait plus peut-être dans le cadre d'ateliers par exemple, dans le cadre de mallettes pédagogiques. Et je pense que oui, ce serait très pertinent, mais voilà. Et une autre question, c'est techniquement, là, comme par exemple les figures pour le musée de l'Homme, vous parliez de modélisation numérique, donc dans les maquettes, vous passez par des étapes tout bêtes de modelage ou de je sais pas quoi, ou de collage. Vous faites des maquettes en volume, vous travaillez en numérique et de la fraiseuse après, ou des systèmes de... Ouais, alors on est... c'est presque c'est à la fois notre force et notre grande faiblesse. On est assez fasciné par le numérique, donc on a tendance à beaucoup travailler sur le numérique. Ce qui n'est pas sans créer certaines surprises. Parfois, quand on crée la volumétrie finale, parce qu'évidemment à l'écran, on n'a aucune notion de zoom. Enfin, on peut zoomer à l'infini, donc on est en train de se concentrer sur tel détail, et puis quand on l'a pris, on se rend compte de son importance finalement très moindre. On travaille quelques maquettes de forme volumétrique, un peu pour situer quand même l'ergonomie du pupitre. On essaie de produire rapidement un numéro 0, donc on essaie de voir un petit peu à l'avance qui va sortir. C'est avec des imprimantes 3D Mais alors oui, donc on est évidemment très imprimante 3D et encore plus usinage numérique, donc c'est un peu étonnant pour nous, mais on a toujours trouvé que les matériaux qu'on utilisait en usinage, donc, qui peuvent être beaucoup plus nobles, ça peut être du bois, de la mousse du plexi, du laiton, sont en ce sens-là du coup plus riches aussi d'un point de vue touché. Il n'y a pas qu'un effet plastique. Mais pour la maquette, vous pouvez, pour les maquettes intermédiaires. Pour les maquettes, on peut utiliser également des mousses très légères juste pour se tailler une espèce de petit volume et regarder un peu l'emprise que ça peut prendre. Oui. Et après, je pensais, en rebondissant sur la question d'Hugo tout à l'heure, quand bien même vous ne faites pas toujours des phases de test longues, etc., comme ça reste dans les musées en question, vous avez quand même un feedback des installations, forcément. Alors, on a recruté Andrea il y a à peu près 8 mois, donc là, elle a commencé et c'est exactement le travail qu'on est en train de faire avec elle, c'est-à-dire de retourner. Maintenant, bon, voilà, il n'y a plus la pression du projet, ça y est, il y a eu le vernissage, les officiels sont passés. Bon, on peut maintenant regarder un petit peu plus finement quel
quel est le ressenti des gens quand ils touchent ça. Mais ce qui nous intéresserait, c'est de voir si ça fonctionne aussi bien sur les publics cibles et que sur le grand public. Donc c'est un travail qui est évidemment assez long, mais d'ici 2 ou 3 ans, on aura un retour d'expérience qui aura valeur un peu statistique. Je voudrais rajouter quelque chose là-dessus, notamment sur le livret tactile du Louvre. On est allé tester il y a quelques semaines in situ, chose qu'on n'avait pas encore faite parce qu'on n'avait pas encore fini le livret. Et il se trouve que voilà, c'était un peu perdu d'avance parce que face à la population de toutes les personnes qu'il y avait pu y avoir dans le musée, on se rendait compte en fait qu'il n'y avait pas spécialement d'assises pour bien discriminer le livre, que sur les genoux il était peut-être un petit peu trop grand. Et là on se rend compte qu'une chose qui devait être absolument géniale pour nous d'aller in situ et de voir ce qu'une personne non-voyante pouvait en penser, et ben parfois on a un peu de déception, donc on retourne, on retravaille. Et voilà, c'est ça qui est assez important, c'est que parfois on a une idée préconçue et qu'on arrive sur place et on se rend compte des difficultés au sein même du musée, quoi. Il y a certaines choses à améliorer.